Je pense que c'est mieux de commencer là-dessus parce Oui, que oui, d'accord. On y va comme ça. Ça Mm. ira. quand- Bon, C'est bon. donc je vous remercie beaucoup de m'avoir invité et encore désolée pour ces contretemps techniques. Je suis aussi ravie de partager cette séance avec Pierre-Yves Beaurepaire. Et donc, je vais vous parler de garde-robe et surtout de conformité à l'étiquette. Et c'est une question qui a été quasiment jamais abordée par l'historiographie du voyage, mais aussi par l'historiographie de la mode et du costume. Donc les sources, c'est certainement dû au problème déjà de trouver des sources disponibles, parce que les guides conduisent plutôt à se tourner vers les usages italiens plutôt qu'aux pratiques vestimentaires des femmes et des voyageuses. Et les récits de voyage ou les journaux intimes féminins eux-mêmes ne sont pas très prolixes sur cette question. Ensuite, c'est difficile aussi de trouver des sources comptables. En faisant le tour des archives, je n'en ai pas trouvé. Il y a bien sûr les contes de Grizel Bailey qui ont été édités, mais voilà, ça correspond à la première moitié du XVIIIe siècle et voilà, ça fait pas grand-chose. Donc, en fait, on peut aussi se dire que ce sujet n'a pas été traité parce que c'est aussi l'influence, l'importance qui a été accordée par les historiens à l'influence de la mode et de l'étiquette française et qui tendrait à supposer une uniformité des pratiques au détriment des particularismes locaux et des initiatives individuelles. Daniel Roche a montré dans son ouvrage La culture des apparences que le vêtement sous l'Ancien Régime est avant tout un signe visible du rang et occupe donc une place essentielle en termes d'accès et d'intégration des voyageuses au sein des sociabilités aristocratiques locales. Le vêtement n'est plus alors uniquement une question de mode, mais aussi d'étiquette et de distinction sociale. En envisageant les villes de Nice, Turin et Gênes face à des contextes distincts, Nice est une ville provinciale des États de Savoie et fait figure de ville d'eau pour les nombreux voyageurs britanniques dans un cadre relativement informel. Turin, à la fois ville capitale et ville royale, avec une cour réputée pour son protocole strict. Et enfin, Gênes, une république fondée sur une riche oligarchie soumise aux lois somptuaires. Donc, l'objectif de cette présentation est d'interroger les pratiques vestimentaires des voyageuses britanniques, ici de l'aristocratie et de la gentry, afin de déterminer quel est leur degré d'adaptation et de conformité aux usages locaux à partir des écrits du fort privé, principalement des récits de voyage et de la correspondance. Si on peut prendre la prochaine diapositive, merci. Dans une première partie, je m'intéresserai aux costumes de cour et à l'étiquette à la cour de Turin et au palais de Galles à Gênes, afin d'examiner les règles applicables aux voyageuses. Puis j'aborderai dans une seconde partie les remaniements de la garde-robe résultant des exigences de la vie mondaine urbaine, ainsi que les stratégies pour réduire le coût des dépenses. Enfin, je terminerai en tentant de mettre en évidence certains enjeux identitaires liés à l'apparence des voyageuses. Donc, nous allons commencer par la question de l'étiquette dans le monde curial et de Galles, en commençant par la cour de Savoie. De nombreuses voyageuses commencent leur voyage par la capitale turinoise après le passage du Mont-Cenis. La cour constitue un attrait indéniable pour la plupart d'entre elles qui souhaitent surtout entrevoir la famille royale. En revanche, il est de bon ton également de bouder les sociabilités de la cour qui apparaissent vétustes et formelles.
Comme Turin est bien souvent une escale de courte durée, les voyageuses décident souvent d'effectuer uniquement la visite du palais royal et assister à la promenade royale en carrosse. Donc l'accès au palais royal n'est régi par aucune règle écrite, mais comme en Angleterre et d'ailleurs, il suffit d'avoir l'apparence d'une femme de qualité. Une présentation, par contre, officielle, par une audience privée avec la reine, est en revanche la consécration du rang auprès d'une cour étrangère, ce qui constitue un honneur. Le protocole, tel que défini par les registres du cérémonial de la Maison de Savoie, conservé à la Bibliothèque royale de Turin, prévoit que les présentations doivent être faites en grand habit. Selon Pascal Gorgay-Ballesteros, le grand habit comporte 3 pièces principales amovibles, le grand corps ou corps de robe, la jupe et le bas de robe ou queue. L'étoffe utilisée est riche, généralement de la soie avec des fils d'or et d'argent agrémentés d'ornementations brodées. Des accessoires sont liés à l'habit, dont la palatine, qui est un tour de cou, la mantille, qui descend jusqu'à la taille et qui est censée couvrir les avant-bras, et les barbes, qui sont des bandes de dentelle plates qui font partie de la coiffe. Comme vous pouvez le voir sur le tableau, dans le tableau de Duprat, qui est daté à peu près en 1768-1770, les femmes de la famille royale de Savoie sont toutes en grand habit. Et celui-ci, il est porté tous les jours, même lorsqu'il n'y a pas de cérémonie officielle, contrairement aux pratiques de la cour de France, d'Angleterre également, mais aussi dans les autres États italiens. La comtesse de Kotulinski, originaire de Vienne et présente à Turin vers 1752, affirme notamment dans ses mémoires, je cite, « Aucune dame de la ville ne peut aller chez aucune princesse de sang sans être habillée en robe, c'est-à-dire en grand habit, même si des dames étrangères arrivent, de quelque naissance qu'elles puissent être, elles n'osent se présenter sans robe. » Fin de citation. Ce qui signifie donc que lorsqu'il y a un assouplissement du protocole en faveur des étrangères, celui-ci s'exerce sur la naissance et non pas sur l'habit de cour. L'expérience de Lady Mary Coke à la cour de Savoie en 1774 confirme sans surprise l'application stricte de la règle du grand habit. L'Anglaise relate que dès son arrivée à l'auberge, une dame piémontaise, Madame de Saint-Gilles, lui a rendu visite et lui a proposé ses services pour l'introduire à la cour. Il s'agit en réalité d'une salonnière très réputée qui introduit des voyageuses, mais également aussi les épouses des représentants diplomatiques britanniques. Et elle agit en quelque sorte en ambassadrice. Donc la présentation représente l'entrée dans la société de cour, mais facilite également l'intégration de la voyageuse parmi les dames de la ville fréquentant la cour. Madame de Saint-Gilles joue son rôle de facilitatrice, non seulement lors de l'audience avec la reine, mais aussi dans la phase des préparatifs. Donc, je cite un extrait du journal de voyage de Mary Coke, donc la prochaine diapositive. Je cite, « Madame de Saint-Gilles came to me the day after I arrived and was so obliging to order all my dress for the court. Those dresses I had made for the court of Vienna were not due, so new ones were bespoke. » Nous pouvons constater que chaque cour visitée suppose deux voyageuses. Ensuite, on va passer à la diapositive suivante et on voit que sous le règne de Victor Amédée III, quand on se réfère au registre du cérémonial de cour, lorsque la famille royale est en villégiature à Montcalier,
la règle du grand habit ne s'applique plus parce qu'on voit pas très bien forcément à l'écran, mais en fait, le maître de cérémonie indique que la reine dispense de la règle du grand habit. Et dans ce cas-là, c'est la roba da camera, qui est la robe de chambre. Et plus loin dans le registre, on voit que robe de chambre est synonyme d'andrienne. Et on peut passer à la prochaine diapositive. Et donc, comme Pascal Borges Ballesteros l'a indiqué dans ce séminaire, il s'agit d'une robe volante, même si le terme de robe de chambre est le plus souvent employé. Cette robe s'est progressivement imposée dans Elle provient d'une comédie de Baron représentée à Paris en 1703, où l'interprète principal, Marie Carton d'Ancourt, apparaît avec cette forme de robe ouverte sur une jupe lâche et comportant un petit drapé souple et flottant dans le dos. Face à cette étiquette stricte de la cour, Lady Mary Coke a tout de même osé une légère transgression. Lors de la cérémonie religieuse du Jeudi Saint, l'étiquette autorise les dames de la cour à rajouter une mantille recouvrant les 3/4 du visage et surtout un fichu noir qui recouvre la nuque et les épaules. Et elle avoue avoir pris la liberté de mettre 2 fichus l'un sur l'autre. Bon, c'est somme toute très limité. Sinon, les voyageuses britanniques de distinction ont tout de même le choix d'éviter ces contraintes du protocole, d'autant plus que le grand habit est très lourd, peu commode à porter et très coûteux. Et donc, Lady Mary Wortley Montagu évoque dès la première moitié du XVIIIe siècle un usage selon lequel les dames de distinction peuvent informer le représentant diplomatique qui ensuite les excusera auprès de la famille royale et en indiquant qu'elles ne sont que de passage à Turin. Donc maintenant, nous allons passer de Turin à Gênes. Donc dans la République génoise, il n'y a pas de cour au sens strict, mais le palais de Galles crée néanmoins une sorte de cour composée des principales familles génoises. Le doge et son épouse reçoivent selon une forme de sociabilité hybride, dans la mesure où ils ont recours à la forme de l'hospitalité privée de la conversation, en italien conversazione, et d'autre part, il s'agit d'une forme de sociabilité publique et politique qui va en fait entraîner un formalisme qui sera à mi-chemin entre le formalisme de la cour et l'informalité de la vie des conversations nobiliaires, donc ordinaires. Donc les lois somptuaires dans la République ne sont guère respectées et donc Lady Mary Wortley Montagu fait état d'une mode génoise du luxe avec de la soie fine, des parures et des bijoux somptueux. Mais en fait, on peut se poser la question s'il existe un habit de cour pour les conversations de Galles. Et effectivement, Cornelia Knight indique dans son autobiographie que les femmes génoises sont vêtues de noir et lorsqu'elles se rendent chez le doge, et uniquement dans ce cas-là, et il s'agit d'un habit de cour. Donc, la comtesse de Spencer visite brièvement la ville de Gênes avec son époux en 1769. Dès son arrivée, elle est admise dans les grandes maisons génoises et lors de la première soirée, la comtesse est invitée à la conversation d'une hôtesse célèbre, Lilia Doria, et au cours de cette conversation, il est question parmi la noblesse réunie
de savoir si Lady Spencer ne pourrait pas profiter de sa présence à Gênes pour participer à la conversation exceptionnelle du Doge, qui a lieu une fois par an en l'honneur des Dames de la République. Donc, je cite le journal de Lady Spencer. There was a long consultation as to what I should do next, as there was to be a great assembly at the Doge that never is but once a year, and I had no hope of a proper size to appear in. However, Madame Lilia Mary Spinola lent me a hoop, and with great difficulty got one of my gowns altered to it. Donc, on voit que contrairement à Lady Mary Coke à Turin, la comtesse n'acquiert pas une nouvelle robe sur mesure, mais tente d'accommoder une ancienne en sa possession, et elle obtient également le prêt d'un panier de la bonne taille afin de se conformer aux usages du palais de Galles. Donc, je continue, je cite. We went to the Doge's assembly, which is a formal affair. All the Genovese men and women, except some young men from college, were dressed in black. Donc, la voyageuse ne précise pas si elle a dû se conformer à la couleur noire ou si, en tant qu'étrangère à la République, elle a bénéficié d'une exception comme les étudiants. Donc, la prochaine... Merci. La comtesse de Spencer a de toute vraisemblance dans son vestiaire plutôt des robes à la française qui sont conçues pour des paniers moins larges que l'andrienne. Même si la robe à la française connaît à la ville diverses variations dans les années 1760-1780, selon l'historiographie anglo-saxonne, la robe de cour en Angleterre reste la robe à la française, nommée sackback gown, jusqu'en 1820. Et il y a un autre élément, ce sont les lappets qui sont dans la coiffure. C'est ce qu'on a, comme on a vu avec le grand habit, les barbes, c'est-à-dire des bandes en dentelle qui descendent le long du dos. Et en fait, avec cet élément de coiffure, c'est le signe visible et extérieur qu'on a été présenté formellement à la cour d'Angleterre. Donc, Anne Buck, dans son ouvrage Dress in 18th Century England, précise qu'il est d'usage en Angleterre d'ajouter une traîne pour les bals formels, ce qui laisse supposer que Lady Spencer a ajusté à Gênes une robe à la française ou peut-être une variante de celle-ci, en ajoutant certains attributs nécessaires pour se conformer à la robe de cour génoise. Par contre, le fait de réajuster des robes, ce n'est pas spécifique au voyage. C'est une pratique qui est courante en Angleterre, notamment pour les assemblies qui sont liées à un anniversaire de la reine, par exemple. Il est très fréquent de reprendre des robes ou même d'obtenir des prêts d'autres personnes. Je vais aborder maintenant mon deuxième point concernant les remaniements de la garde-robe et la ville. Donc, dans l'espace urbain, les contraintes vestimentaires ne disparaissent pas malgré des sociabilités aristocratiques réputées informelles. Il est fréquent que les Anglaises s'étonnent de retrouver dans les assemblées nobiliaires italiennes une mode similaire à celle de Londres, puisque la mode française, notamment pour la consommation du luxe, reste dominante en Italie, même si l'anglomanie gagne du terrain dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et que l'on commence à voir des robes à l'anglaise parmi la noblesse italienne dans les dernières décennies du XVIIIe siècle, et notamment, je pense au tableau de Laurent Pecheux représentant la marquise de Boccapadulli à Rome. Afin de tenir leur rang et d'accéder aux grandes maisons nobiliaires, il est fréquent que les voyageuses décident d'engager des dépenses
afin de confectionner de nouvelles robes ou ajuster des robes anglaises. Même si les sociabilités aristocratiques répondent aux mêmes tendances vestimentaires, comme tout phénomène d'imitation, des décalages peuvent avoir lieu, surtout en Italie, où la noblesse a du mal à atteindre le même niveau de luxe que celui qu'on trouve en France ou en Angleterre. Laetitia Houblon constate qu'à Nice, en 1788, être à la mode ne correspond pas à la mode parisienne. Ainsi, elle est flattée d'être davantage remarquée dans sa robe de velours noir que les Françaises présentes dans la ville, comme la duchesse de Brissac. L'anglaise semble avoir adopté une matière, le velours, usité à Gênes, mais qui est moins habituelle dans la description des robes anglaises. Elle cite également l'exemple de 2 aristocrates anglaises qui sont arrivées avec des chapeaux du dernier cri à Paris. Et selon la voyageuse, elles ont suscité plus d'étonnement que d'admiration. L'Italie a en revanche la particularité, comme la France, d'avoir un choix plus étendu d'habits, nécessitant une adaptation de la garde-robe des voyageuses, notamment dans le cadre d'une longue résidence, comme ce fut le cas pour Lady Knight, qui est veuve, qui vit en Italie, qui vit avec sa fille en Italie et qui reste à peu près presque une année à Gênes, parce que la vie est moins chère en Italie et elle n'a pas les moyens de rester en Angleterre. Donc, dans une lettre à une correspondante anglaise, elle confie sa difficulté à suivre la diversité de la mode locale. Je cite, We have always lived in the best company and not inelegantly, though with a severe economy in our table, and by my daughters being the milliner, and I the mantua maker, stay maker, and workman. We make dress but a small part of our expenses, and we really spend about a 10th part of what our country persons do. Wine is so cheap and all sort of clothing. My stock of house linen has been of no small use in clothing us. La prochaine diapositive, merci. Merci. Les femmes seules également rencontrent des difficultés financières, notamment Lady Elizabeth Foster, qui est séparée de fait de son époux et elle va pour des raisons de santé en 1783 en Italie et son voyage est en grande partie financé par son amie la duchesse de Devonshire et celle-ci lui envoie des produits dont elle pourrait manquer à Nice et notamment du tissu et elle propose de faire confectionner une robe selon les motifs de Mademoiselle Bertin, la célèbre marchande de mode de Marie-Antoinette, ce qui dénote une volonté de la duchesse que Lady Foster apparaisse à l'étranger à la hauteur de son rang. La gestion des dépenses, c'est aussi un moyen de rejoindre un certain idéal féminin, celui de la bonne ménagère, the prudent housewife, qui tranche avec la frivolité et les grandes dépenses de luxe du Grand Tour, qui font notamment l'objet de critiques et de satires en Angleterre. Donc la composition, c'est assez rare, mais dans la correspondance de Lady Polwarth, elle donne une description de sa garde-robe à son arrivée à Nice. Si on peut avoir la prochaine diapositive, merci. Voilà, donc je vous lis rapidement. An old nightgown and an old everyday sack, which came packed in the trunk, were not hurt by the carriage and served very well for common use.
I purchased at Lyon for 10 louis a very pretty satin, small bouquet of roses, yellowish and purplish flowers on a white ground. This may sound very cheap, but it is thin and flimsy. I found the mercer's shop here extremely deficient in silks, and what they had over dear. I observed they come from Lyon, and hardly any from Italy. However, I bought at last a good green and white thin satin for a polonaise, and another with stripes of different colors but chiefly blue, for a sack which does not deserve much commendation, but it was bought as a pis-aller, and they make me give 8 livres a yard for each of them. Et donc après, on voit sur la prochaine diapositive à quoi ressemble une polonaise. Donc son vestiaire est semblable à celui mis en évidence par Anne Buck juste après son mariage, où elle disposait de 3 sack gowns, qui sont en fait des variantes de robes, enfin des robes plus ou moins travaillées, c'est-à-dire que c'est le même type de robe, mais qu'on ornemente suivant les occasions. Donc, une ordinaire pour tous les jours, une pour les visites et une troisième pour les conversations anglaises. Donc, l'usage des robes correspond aux principaux temps de sociabilité féminine du quotidien à l'apparat. Ainsi, à Nice, la robe de satin achetée par Lady Polwarth à Lyon sera destinée à des occasions formelles. Elle a été ensuite ornementée, notamment avec des fleurs par une autre voyageuse, Mrs. Barker, qui semble avoir un statut de dame de compagnie. Il faudrait aussi ajouter l'habit de voyage, qui a déjà été évoqué par Sophie Vasset, donc je passe rapidement, mais je voulais juste indiquer qu'en ce qui nous concerne, Mary Berry, à son arrivée à Turin en 1784, est habillée donc en habit de voyage. Elle se rend chez l'épouse du représentant britannique, qui, elle, est en train de tenir une assemblée. Et en fait, la voyageuse est tout à fait acceptée dans cet habit et même invitée ensuite à poursuivre la soirée au théâtre. Bon, bien sûr pas à l'Opéra Royal, mais au théâtre de Carignan. Mais en tout cas, on voit que l'habit de voyage, voilà, il faudrait mettre la prochaine diapositive où on voit l'habit de voyage. Juste celle, ah oui, elle n'y est pas. Ah. Bon, alors c'est pas grave. Voilà, donc l'habit de voyage, c'est en fait une veste sur une jupe fermée avec des boutons, mais qui est relativement travaillée. Donc je vais maintenant aborder mon dernier point concernant les éventuels enjeux sociaux et identitaires liés à l'apparence des voyageuses. Donc le vêtement, comme nous l'avons rappelé, est avant tout un signe visible du rang, ce que l'on note très clairement dans les expériences des voyageuses. Ainsi, Lady Polwarth, malgré son souci de l'économie, lorsqu'on lui propose d'être marraine du fils du consul du Danemark à Nice et que le parrain n'est autre que le prince du Danemark, elle n'hésite pas à se présenter aux yeux de la société niçoise comme une dame de cour. Et elle investit dans sa parure pour être à la hauteur de cette mission. Et en fait, ça lui permet d'une certaine manière de rétablir la hiérarchie sociale qui est un peu brouillée par la proximité qui est créée en fait dans le cadre d'une villégiature ou une ville d'eau. Voilà, donc je cite donc cette correspondance. Mantua makers, milliners were sent for, remade, and altered, and you may well have smiled to hear me inquire after caps that were expected from Lyon, and at last the day drawing near, and the poor caps not appearing, was infinitely obliged to Mrs. Barker, who undertook to make me a dress cap. Still more would you have smiled when the friseur was sent for at 10 o'clock,
and I seriously rose sooner than usual and breakfasted in my room, as if I had been dressing for the birthday. For you must know, these good folks rather chose their christening at noon than in the evening. So at noon I sallied forth, handed in and out by Mr. Veillon, in hoops, dress sacks, heads too high for the coach. Mais c'est sans doute à Nice que les voyageuses affirment davantage leurs habitudes vestimentaires anglaises, où le cadre formel est beaucoup plus lâche et les séjours offrent plus d'indépendance. Lady Polwarth indique maintenir son habitude de porter ses coiffes et ses fichus à la mode anglaise pour se protéger du vent et du soleil, contrairement aux dames de la noblesse niçoise qui cherchent à se distinguer des paysannes. C'est le sens pratique et le confort qui semblent l'emporter, mais l'on peut y voir aussi une affirmation sous-jacente de la supériorité de la mode britannique qui parvient à créer des formes plus simples, plus naturelles, adaptées à l'exercice et à la promenade. Le goût du raffinement de la mode française, d'ailleurs, qui est prisé par les voyageuses, n'est pas incompatible avec une forte identité britannique. Lady Foster est ainsi ravie de relater à la duchesse de Devonshire que des nobles piémontais l'ont qualifiée de la manière suivante, je cite, « Ma parure est de l'élégance française, mais mon cœur et mes manières sont anglaises. » Donc on passe donc de l'apparence des signes extérieurs à l'intériorité qui, selon les concepts de la politeness, doit être authentique et par définition anglaise. Ensuite, on passe de l'enjeu social patriotique, on passe à l'enjeu moral, le rapport entre apparence et conduite morale, que l'on retrouve chez les voyageuses britanniques plus âgées et notamment dans le cadre des mascarades pendant le carnaval. Et donc, on constate que Lady Mary Cook à Turin en 1774 et Lady Polwarth à Nice quelques années plus tard, aucune n'a participé à la fête au bal masqué. Et contrairement aux voyageurs masculins britanniques qui, eux, se prêtent volontiers à la fête, alors que finalement, en Angleterre, les mascarades ont été importées d'Italie au moins depuis la première moitié du XVIIIe siècle, et donc et les dames de l'aristocratie, normalement, participent à ce genre d'événements. Pour conclure, force est de constater que les Anglaises à Nice, Turin et Gênes au XVIIIe siècle sont conduites à s'adapter aux usages vestimentaires locaux et à l'étiquette dans la limite nécessaire à leur accès et intégration dans les sociabilités aristocratiques italiennes. En raison de l'homogénéité relative de la culture européenne des élites, le besoin de conformité semble limité, mais la réalité des pratiques révèle une grande diversité. Une marge de liberté semble assez large à la ville, surtout pour des séjours courts ou dans le contexte de la villégiature niçoise, tandis que dans le monde curial, où le protocole y est le plus strict, nous avons vu qu'à la cour de Savoie, les voyageuses ont le choix de déterminer le degré de conformité auquel elles sont prêtes à se soumettre. Voilà, merci pour votre attention. Merci à vous, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, oui, il y a des questions. J'ai cru voir une main levée, mais je n'arrive pas à associer la main et la personne. Alors, je ne sais pas. Ou alors, c'était un applaudissement, je ne sais pas. Ah, c'était un applaudissement, alors voilà, d'accord. C'est bien aussi un applaudissement, hein. C'est les mains, voilà. Très bien. Voilà. Alors, moi, j'avais une question peut-être en attendant. En fait, j'étais intéressée de voir que finalement, le vêtement, il est presque prétexte parfois
à une autre type de sociabilité, c'est-à-dire que bien sûr, il faut avoir tel ou tel habit pour être dans les conversations et être présenté donc dans certains cercles de sociabilité, mais plus ou moins formalisés, mais que finalement, dans la négociation de est-ce que j'ai le bon vêtement, telle personne m'a fait, heureusement, comme ma coiffe n'est pas arrivée, grâce au service de. Donc finalement, en fait, il est plus le prétexte d'autres types de sociabilité, cette fois-ci informelle. Et donc voilà, je me demandais si vous aviez réfléchi à cette articulation en fait des réseaux formels et des réseaux plus informels auxquels finalement le vêtement permet de négocier ou permet d'intermédier. En fait, ce qui m'a frappé, c'est que justement, le vêtement crée des complicités féminines. C'est-à-dire que déjà, on l'a vu, Lady Spencer, quand elle veut être, enfin, on lui propose de participer à la conversation du Doge. Finalement, toutes les dames de l'aristocratie locale se mobilisent pour essayer d'aider et de favoriser le meilleur accueil possible dans la ville. Et donc, c'est là où je trouve ça aussi intéressant, c'est que finalement, il y a aussi l'aspect d'une certaine vitrine que les dames de la noblesse locale ont à cœur de défendre. Et donc, ça passe par l'introduction. En fait, la grande politesse, c'est d'être accueilli dans les cadres, dans les lieux les plus formels, les plus prestigieux, en fait. Et au niveau de la communauté britannique elle-même, effectivement, j'étais frappée par la relation. Bon, déjà, en fait, Mrs. Barker, j'ai pas pu en parler, mais en fait, elle fait partie de ces voyageuses qui finalement sont plus ou moins dépendantes d'autres voyageuses plus fortunées, même si elles ne sont pas forcément logées dans le même hôtel, mais qui sont là. Surtout dans le cas de Lady Polwarth, elle est là puisque son mari est malade et donc elle est assez isolée. Et donc en fait, Mrs. Barker joue ce rôle finalement de dame de compagnie et aussi met au service ses compétences, comme on a pu le voir. Merci beaucoup. Martine Fauconnier, vous aviez levé la main? Non? Je sais, on ne vous entend pas, je ne sais pas si… Ah, Aurélie, on ne t'entend pas non plus. Oui, non, je disais, Martine Fauconnier, je pense qu'elle a mis le son, mais on ne vous entend pas, donc… bon. C'est parce que j'ai oublié de mettre le micro. Voilà, il y a une explication rationnelle, c'est bon. Excusez-moi. Voilà. Non, pas de souci. Merci en tout cas aux deux organisatrices et puis bravo aux intervenants. Je me posais une question. On a parlé du souci des femmes par rapport à leurs vêtements. Est-ce que ça concerne également les jeunes filles et les enfants, les fillettes? Vous voulez dire en Italie? Oui, en Italie et puis également à Nice. Est-ce qu'on a ce même souci pour les enfants et les jeunes filles? Alors, il y a une mode, il existe une mode enfantine, hein, ça c'est certain. Après, je n'ai pas croisé de source évoquant cette question. Et je ne suis pas sûre qu'elles aient participé à toutes les sociabilités non plus. Non, je n'ai pas forcément d'informations sur ce point. Désolée. Philippe Prudent, vous aviez une question? Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez?
Merci, alors merci d'abord à tous les deux. Merci Pierre-Yves et merci à vous, Madame Carlotti, pour cette intervention. J'avais une question, en fait. Vous nous avez surtout parlé de finalement des questions un peu de vestimentaire dans un cadre assez formel. Et pour avoir travaillé sur les voyageurs et les voyageuses britanniques, mais dans des régions plus méridionales d'Italie, il me semble avoir vu passer des choses et je voulais savoir si vous aviez vu les mêmes choses dans ce que vous aviez dans les sources voyages, correspondances que vous avez lues sur le rapport des voyageuses britanniques avec le soleil et notamment la crainte du bronzage qui est vu comme quelque chose qui dénature un petit peu finalement enfin, qui ôte la distinction en quelque sorte Oui, tout à fait. et les stratégies pour justement ne pas bronzer, éviter de bronzer et ne pas perdre finalement voilà, caractère, un petit peu cette identité finalement de femme de qualité. Il y a quelque chose là de ce rapport entre des femmes du Nord et le climat du Sud qui me semblait intéressant. Oui, ben justement, c'est ce que j'ai évoqué brièvement. En fait, justement, si vous avez des informations, je suis tout à fait preneuse parce que en fait, je n'ai pas plus que ce que j'ai présenté. Effectivement, il y a effectivement une différence, comme je l'ai souligné, entre la noblesse niçoise et les Anglaises qui continuent voilà, à porter des chapeaux voilà. Mais je suis tout à fait preneuse. Je pense notamment Voilà. au récit de voyage, en fait, sous forme de lettres, mais c'est peut-être un récit pseudo-épistolaire, hein, ça, j'en ai pas la certitude, de Liliane Miller, qui traverse toute Oui. l'Italie et qui explique justement que les chapeaux dont elle dispose, en fait, ne lui semblent pas adaptés au soleil très violent, finalement, Ah de oui, bien l'Italie sûr. sur son été, et qu'elle elle essaye d'adapter justement son chapeau, de l'élargir un petit peu avec les moyens du bord, en quelque sorte, pour se protéger davantage du soleil, surtout dès le mois de mai. Je me souviens d'avoir lu des choses sur vraiment le mois de mai, c'est vraiment le moment où les fortes chaleurs arrivent et ça surprend toujours un peu ces voyageurs et voyageuses britanniques qui ne sont pas habitués à ce type de climat. Mais alors, en fait, les voyageuses britanniques ne restent pas en général après avril. En général, elles partent en Suisse parce que justement, elles ne supportent pas la chaleur. Donc voilà, le problème, en tout cas, je l'ai pas. Mais c'est très intéressant. Merci beaucoup. Merci. D'autres questions? Une dernière ou une dernière question? Si quelqu'un... Oui. Ah, je crois que Bénédicte voulait parler. Miyamoto. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette intervention. J'avais juste une question. Beaucoup des sources que vous avez étudiées montrent à l'écrit toute une discussion sur d'où proviennent les étoffes, quel prix elles ont coûté, et elles mettent en relief un petit peu l'économie ou la ruse de ces femmes, le fait qu'elles savent budgéter, etc. Oui. Est-ce que vous savez si ce genre de discussion avait aussi lieu en public? Est-ce que c'était quelque chose dont on se targuait en public? Est-ce que ces discussions-là avaient lieu en public ou vraiment c'est vraiment pour les coulisses, les lettres entre amis, etc. Alors, je ne sais pas par rapport au coût ou par rapport à ce genre de questions. Par contre, la question du vêtement, elle est au centre des discussions dans les conversations. C'est pas du tout inhabituel. Par exemple, je pense justement il me semble bien, à Lady Miller, quand elle est à Rome, on lui propose, non, pas à Rome, à Naples, excusez-moi. Quand elle est à Naples, on lui propose d'être présentée à la reine. Et en fait, comme la famille royale est en villégiature, les règles sont modifiées par rapport à la présentation quand la reine est dans la capitale. Et donc, en fait, Lady Miller explique qu'elle était très gênée
parce qu'on a un peu comme les dispensers, comme je l'ai souligné tout à l'heure, effectivement, la question du vêtement est tout à fait une question qui peut être abordée dans un milieu. Bon, les conversations sont plus ou moins formelles, hein, suivant les lieux. Je pense qu'il ne faut pas trop généraliser, parce qu'en étudiant cette forme de sociabilité, je me suis rendu compte que c'était quand même pas tout à fait uniforme. Mais voilà, il y avait quand même cette possibilité de parler de sujets très féminins dans ce cadre. Toute une sociabilité autour des choix de vêtements et Exactement. de se conformer, d'accord. Mais aucune discussion sur les bons tuyaux ou ce genre de sociabilité qui serait... J'imagine que les femmes devaient en discuter entre elles, je dirais, je suis quasiment certaine dans la communauté britannique, dans le cadre des visites journalières, ça a certainement dû être abordé. Merci beaucoup. Merci. On va peut-être s'arrêter là, sauf s'il y a vraiment une ultime question. Mais il faut bien s'arrêter à un moment donné aussi. Voilà, merci à tous les deux pour ces deux présentations extrêmement intéressantes et vraiment qui entrent vraiment en résonance avec les thématiques de notre séminaire. Donc, merci. Merci beaucoup au public aussi d'être resté vraiment jusqu'à la fin. Merci à vous tous et toutes. Et donc, on se retrouve comme d'habitude dans un mois donc, pour une présentation. Ryan, si tu veux. Tu as la date de la prochaine séance Alors, je l'avais évidemment, j'ai bougé mon écran, j'étais sûre. C'est alors attendez que je raconte pas de bêtises, le lundi 9 mai. Voilà, même heure, même endroit, voilà, c'est ça, sur Zoom. Et nous aurons le plaisir d'accueillir Anna Gregg et Amanda Vickery pour une séance complètement en anglais et une autre présentation, parce que c'est vraiment à deux voix. Et donc, sur le thème The Rise of the West End, London, the Season and Metropolitan Shopping. Donc, on va faire du shopping aussi, voilà. Donc, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous inscrire à la prochaine séance et aussi de nous retrouver sur notre chaîne YouTube. Voilà. Merci beaucoup. Le moment où on ne trouvait pas le partage d'écran. On essaiera de... Voilà, je pense que là, tu peux couper le moment. C'est ça, voilà, ça c'est pour le... Voilà, après, pour faire on verra le bêtisier ou voilà des séances, ça on réserve à Wapifiou. Voilà. Merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde. Merci Pierre-Yves. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci Ariane. Et puis à la prochaine, dans un mois alors. Voilà. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Au revoir.